Et du coup, le thème que j'ai choisi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est autour du self-management, hein, c'est mon obsession. Alors bien au-delà de l'holacratie, hein, j'ai pas prévu de présentation formelle de l'holacratie, c'est un peu has-been pour moi. Même si ça reste une pierre extraordinairement importante dans tout ce que je vais raconter. J'ai choisi l'énergie et la responsabilité. C'est partie d'un des marqueurs, d'un des jalons, d'un des sujets essentiels pour espérer atteindre cette chose qui est peut-être une utopie, qui est le self-management. J'en sais rien, en tout cas, je trouve ça passionnant. En plus, ce sujet-là, donc, il est d'actualité. Donc, on va se centrer sur les entreprises, mais on pourrait très bien dépasser les entreprises pour aller regarder ce qui se passe dans d'autres modes de gouvernance, par exemple en France. Donc, je vais vous partager là où j'en suis, et encore une fois, les sujets de préoccupation que j'ai ou que je creuse, et ce que ce thème m'inspire, et là où donc nous en sommes en termes de recherche. Comme d'habitude, je mets cette précaution oratoire, je vous invite à ne rien prendre pour argent comptant. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Je vais juste vous partager notre expérience sur le sujet, avec toutes les limites que je peux avoir, avec tous les biais cognitifs que j'ai, tous les défauts, et évidemment tout en embrassant complètement le côté incomplet. Mais c'est pas une raison pour pas avancer. Et puis vous allez sûrement compléter, apporter de nouvelles pierres, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous invite à vous laisser traverser par ce que je vais exprimer, pour ensuite peut-être vous mettre à l'écoute de ce qui vous vient après m'avoir écouté. Je pense que ce serait une belle résonance pour pouvoir rentrer dans le vif de la conversation. Et puis voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai compris mon rôle, c'était un peu un teasing pour ouvrir cette conversation et puis lui donner une forme de densité sur un sujet très particulier. Avant d'aller sur la question de la responsabilité ou l'énergie de la responsabilité, pour y arriver, j'ai besoin de traverser au moins deux étapes. La première étape, parce qu'elle est essentielle, et on va le voir, elle est structurante. C'est probablement la moins visible et pourtant la plus importante, c'est le pari de la confiance. Ou pas. C'est la façon, la représentation du monde, la façon dont vous regardez l'être humain, en fonction de la croyance que vous avez sur ce que c'est qu'un être humain, un loup pour l'homme ou quelqu'un de bon, ce que vous allez faire derrière, ça va être complètement, radicalement différent. Et puis, donc ça, c'est un premier levier, parce qu'on peut pas faire de self-management si on passe pas par clarifier cette croyance qu'on peut avoir à niveau collectif. Sinon, ça le fait pas. Et puis, ensuite, je propose qu'on aille sur la structure. Je ne crois pas un instant que ce soit possible de faire du self-management à l'échelle sans passer par la structure. Donc, on va parler de la structure et en quoi la structure peut soutenir ça. Le terrain, si vous voulez. Si on veut, j'ai un fils qui travaille dans la permaculture et je prends toujours cette image parce qu'elle me parle beaucoup. Quand vous parlez avec lui, il se fiche complètement des fruits et des légumes qui sont magnifiques parce que c'est une conséquence de son travail. Son travail consiste à soigner le terrain. Il fait que ça. Et à rendre la terre saine. Ben, finalement, moi, ça fait longtemps que, et c'est l'origine d'ailleurs, l'origine qui m'a amené à créer cet institut de recherche et de prendre conscience que c'est bien d'accompagner les êtres humains. Il y a pléthore de belles personnes qui accompagnent, coaching, médiation, thérapie, et que c'est largement insuffisant, qu'il y a besoin aussi de soigner le terrain. Donc moi, même si j'adore faire coaching, médiation et thérapie, j'ai fait ça pendant longtemps, je me suis consacré, parce qu'on peut pas avoir deux maîtres en même temps, je me suis consacré au terrain et la structure. En tout cas, c'était mon point de départ. Et puis le troisième, donc après on va arriver à la structure, à l'énergie de la responsabilité, comme une suite logique. Donc si je démarre par le pari de la confiance, j'en ai déjà dit beaucoup, donc je vais partir du bouquin, j'ai remercié Taylor Loïc, mais je vais le refaire, et si vous l'avez pas lu, bon, je sais qu'on peut jamais recommander des livres à d'autres, mais peut-être que ça va résonner chez vous. Il y a un super bouquin qui s'appelle Humankind en anglais, Humanité en français, parce qu'il y a la version en français, qui a été écrit par Rutger Bregman, qui a aussi écrit sur les utopies réalistes. Pardon, et ce bouquin, je l'ai avalé en moins de 3 jours, pourtant il fait 500 pages, tente de démontrer, justement, c'est sur ce sujet-là, au niveau de l'humanité et l'échelle entière de la civilisation, enfin de l'humanité, parce que l'humanité a démarré bien avant les civilisations, c'est d'ailleurs bien le sujet, et donc démontrer finalement qu'est-ce qu'on peut dire de l'être humain. Et il y en a deux philosophes qui sont systématiquement cités dans toute notre histoire, c'est Rousseau. Moi, je me sens très proche de Rousseau depuis longtemps, même rien à voir avec le bouquin, j'ai retrouvé ça, c'était rigolo. Rousseau qui bâtit son approche, sa vision sur le fait que pour lui, l'homme est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. Et là, je souscris à 400% sur ce truc-là, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et puis, il y en a un autre qui a malheureusement plus de notoriété et d'impact, qui s'appelle Hobbes, et qui dit l'inverse, rigoureusement l'inverse. Et en fait, sa phrase consacrée, c'est l'homme est un loup pour l'homme.
Et donc, c'est intéressant que, effectivement, si on met aux manettes un mec comme Rousseau ou si on met aux manettes un mec comme Hobbes, c'est sûr que tout ce que vous allez créer comme gouvernance derrière, ça va être radicalement différent. Et on retrouve ça dans l'entreprise, bien sûr. Dans les entreprises, il y a des théories sur le sujet, notamment celle qui est connue parce qu'elle est citée à peu près dans tous les bouquins, notamment celui de Zobrist sur Favy, qui est la théorie donc MacGregor, avec la théorie X et la théorie Y, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ceux qui pensent X, bah, ils sont parti pris de la non-confiance. On peut pas faire confiance à l'homme, faut le contrôler, faut le visser. Et puis les affreux comme moi, qui sont Y, qui sont sur le pari pour la confiance, et qui sont souvent traités d'utopistes. Mais on assume. Évidemment, selon que l'entreprise, malheureusement, ce sujet-là est rarement conscient. Et ça fait partie de nous qui intervenons en entreprise, vous et moi, si vous intervenez en entreprise, de clarifier d'abord les choses en matière de croyances collectives, parce que sinon, vous allez dans le mur, ça va être inefficace au possible, sans doute. Et quand on prend par exemple Favy, enfin Zobrist, qui parle de la société Favy, lorsqu'il est arrivé en 83, la première chose qu'il a dite, c'est l'homme est bon. Et puisque l'homme est bon, je vais faire virer quelques anecdotes, je vais enlever les vitres. Il y a un atelier, vous imaginez un atelier, il y a le bureau de la direction qui est en hauteur, avec une vitre qui donne sur l'atelier comme ça, pour surveiller. Et donc le premier acte symbolique qu'il a donné, il a dit on enlève la vitre. Et puis le deuxième acte symbolique qu'il a donné, juste pour comme une conséquence évidente de l'homme est bon, eh bien c'est qu'il a ouvert. Il y a un stock fermé à clé, avec quelqu'un pour contrôler. Des fois que tu prennes un outil, que tu le ramènes chez toi, juste basé là-dessus. Et donc il a ouvert tout, il n'y a plus de contrôle, et puis les gens savaient quand ils avaient besoin. Est-ce que pour autant il n'y avait pas de vol? Bah, dit peut-être, mais c'est tellement à la marge que de quoi on parle. Est-ce qu'on va légiférer pour la grande majorité? Pas est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont eu une petite bavure. Voilà le principe. Et ça change tout. Vous comprenez bien, à travers ces deux exemples, j'en ai donné que deux, ça change tout le reste. Et la gouvernance d'entreprise est complètement radicalement changée. L'Institut AGI, j'ai pas créé, on va dire que j'ai créé, puis après je vous dirai que j'ai pas créé, parce que la réalité c'est que j'ai pas créé. En fait, quand j'accompagnais les personnes, qu'avant de faire ça, j'accompagnais les personnes, et je me suis rendu compte, avec les personnes que j'accompagnais, que on faisait des pas de géant en travaillant ensemble, et puis dès lors qu'on avait terminé, elles rentraient chez elles, et dans leur environnement, quand elles revenaient me voir 2 semaines, 3 semaines plus tard, elles avaient régressé. Donc 2 pas en avant, 3 en arrière. J'ai dit bon, c'est pas pour moi, donc j'ai cherché à comprendre. Et puis en fait, j'ai compris cette histoire d'environnement, donc que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit étatique. C'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes la somme des comportements induits par l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est ma croyance forte. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais c'est ma croyance. Pour l'instant, je la garde. Et donc, à partir du moment où on croit ça, il faut qu'on change l'environnement. Et c'est pour ça que... Et nous, on pense que, chez AGI, on pense que les comportements sont forcément malsains dans un environnement pathologique, et puis ils deviennent sains dans un environnement sain. Et du coup, quoi d'autre? Je ne pourrais rien faire d'autre dans ma vie que de m'occuper d'assainir les environnements. Et holacratie, pour citer juste holacratie, il y a plein d'autres approches, mais holacratie qu'on a développée avec Holacracy One depuis 12 ans, est basée sur la théorie Y, même si c'est pas dit, c'est pas écrit dans le texte, c'est basé dessus. La notion de rôle, c'est holacratie qui a amené la notion de rôle, dont la plupart des entreprises des approches se sont emparées, qui est une base, on en reparlera tout à l'heure, c'est vraiment essentiel. Le rôle, c'est que en fait, on donne à quelqu'un l'autorité sur un rôle. Si c'est pas de la confiance en action, il y a confiance et puis il y a confiance en action. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est la confiance en action. C'est pour ça que on est dans le concret. Donc, holacratie est dans la suite logique avec on en reparlera peut-être un peu, l'évolution d'un pouvoir, pour moi, archaïque, qui est le pouvoir sur une équipe, le pouvoir sur un terrain de jeu, en passant vers, non pas un pouvoir avec, parce que là, j'ai trop pataugé dans cet environnement-là, mais une autorité au service d'eux. Donc ça, c'est vraiment central. Et donc, du coup, avec ça, on arrive à libérer. Voilà pour aller sur l'histoire. Donc, oser la confiance. Et la confiance est un pari, c'est qu'on peut pas, enfin, je pense pas qu'on puisse aller sérieusement vers le self-management sans poser ça au départ. Et construire à partir de ce socle. Pour ça, j'ai voulu démarrer par ça. Pourquoi? Parce que nos croyances, elles sont autoréalisatrices. Et nos organisations, elles vont créer l'homme qu'elles méritent, X ou Y, en fonction de ce qu'on pense. Bon, je pense pas que c'est très ésotérique, c'est à peu près évident ce que je raconte. On sait bien maintenant, en 2021, que le plus important, c'est pas le visible, c'est le non visible, et que le visible est beaucoup plus important que le visible.
Et donc, ça serait dommage de ne pas travailler dans le non-visible, parce qu'à chaque fois que tu travailles dans le non-visible, tu impactes le visible, et en plus, ça coûte moins cher en ménage. Ce qui veut dire donc qu'en amont, si vous entreprenez le voyage vers le self-management, il y a pas mal de choses à traverser ou à traiter ou à travailler. Et pour moi, travailler sur les croyances, c'est les croyances limitantes implicites, c'est vraiment essentiel parce que toutes les entreprises ont des croyances. Chacun d'entre vous avait des croyances, j'ai des croyances. Et les collectifs dans des entreprises ont des croyances, qu'elles le savent ou non. Et du coup, c'est quand même, peut-être que les croyances qu'on a, elles sont limitantes. Et donc, ce serait peut-être bien de les identifier et puis de leur tendre le cou et passer à autre chose. Si on fait pas ça, on va ramer à contre-courant. Euh, voilà, ça c'est pour le premier sujet. Et je pense que le self-management passe par rendre explicite les croyances. Et quand on tombe sur une croyance qui est limitante, qui va pas dans le sens du courant là où on veut aller, bah, il prend le temps de faire quelque chose avec, avant de continuer à s'esquinter à vouloir faire du self-management. Le deuxième gros sujet. Ah non, j'avais une citation là, j'ai noté ça, j'avais loupé ça. Une citation comme plusieurs d'entre vous parlaient de Frédéric Laloux. Il disait les organisations dépensent beaucoup d'efforts pour juguler les méfaits de l'ego qu'elles contribuent à créer. Ce qui est la même chose, hein, dit autrement. Donc Laloux a parlé. Du coup, on va pouvoir aller maintenant sur la structure, qui est mon deuxième point. La structure est vraiment importante. Il y a des gens qui croient qu'on peut se passer de structure. Non, non, j'y crois pas un instant. Et bon, j'ai une croyance inverse. Et les gens qui disent ça, ils ont parfaitement le droit de vivre et de le penser. Hein, pas de souci. Je prétends pas avoir la vérité. Mais en ce qui me concerne, la structure crée la culture. J'ai écrit là-dessus. La structure crée la culture. Et, euh, et du coup, sans aller dans la crassie, on s'en fout de la crassie dans le propos que j'ai aujourd'hui. Ça veut pas dire que je m'en fous, hein, par ailleurs. Mais du coup, l'atome de base, d'ailleurs, vous allez voir tout ce qui traîne comme approche, gouvernance cellulaire, partagée, adaptative, tous les mots que vous pouvez, tous utilisent au centre le rôle qui était apporté par Holacracy. Et c'est normal parce que ce rôle est un outil, cet atome organisationnel, finalement. Si par exemple, j'ai un rôle de design, je fais du design et je fais de la formation, et ben dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je vais me voir attribuer deux rôles, un rôle de design et un rôle de formation. Et ces deux rôles, en fait, sont à voir mentalement comme deux petites entreprises, deux mini-entreprises dont je suis le patron. Je suis le patron de l'entreprise et le fait de m'occuper de cette entreprise, donc qui est définie comme une entreprise avec une raison d'être, la même raison, enfin la notion de raison d'être, le sens, donc si vous voulez, avec des offres de services que j'offre à des clients, et les clients sont internes ou externes. Ça peut être d'autres rôles dans l'organisation. Je fais du design pour la vente, par exemple, pour le marketing, ou bien des clients à l'extérieur. Donc une relation centrée sur la création de valeur dans ma petite entreprise. Parce que si j'ai pas de clients, j'ai juste un truc à faire, c'est arrêter de faire ce que je fais. C'est-à-dire que si personne n'utilise ce que je fais, bah arrête de le faire, ça sert à rien. Mais d'accord. Donc si tu travailles dans une entreprise, c'est forcément que tu crées de la valeur, ou alors arrête-toi. Et si tu crées de la valeur, tu la crées forcément pour quelqu'un. Sinon, tu peux pas dire que tu crées de la valeur, ça veut pas te dire. Ça veut rien dire. Et du coup, la personne à qui tu crées de la valeur, c'est soit un rôle en interne, un collègue dans l'entreprise, soit des gens qui sont à l'extérieur. Et puis d'ailleurs, quand tu rentres dans ce modèle avec en voyant les rôles, les activités comme des rôles, bon, il se trouve qu'il y a une membrane juridique, mais en fait, en tant que collaborateur, on s'en fiche un peu de la membrane juridique, c'est une illusion. Ça intéresse probablement les actionnaires, s'il y a des actionnaires, c'est pas obligé. Et puis, et finalement, on peut voir ça, l'entreprise comme un écosystème. Mais pourquoi arrêter l'écosystème à la membrane juridique de l'entreprise et pourquoi pas aller plus loin? On en a parlé à un alternative forum sur les parties prenantes, qui pour moi, il n'y a pas les parties prenantes, et puis l'interne, c'est pareil, tout est pareil. En fait, tout est vivant, et j'enfonce une porte ouverte, mais le modèle mental, la plupart des gens ne le voient pas comme ça au quotidien. Bah, en fait, tout est écosystème. Et la membrane juridique, c'est juste un truc que l'homme a créé. Je dis pas que ça n'a pas de valeur, hein, je ne peux pas la critiquer, mais on peut le dépasser en tout cas sur la question du self-management. D'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises ou de mini-entreprises au sein d'entreprises qui peuvent être externalisées. Elles vont continuer à vivre. Au lieu d'avoir un client, le seul client dans lequel elles sont, elles vont avoir d'autres clients. Et d'ailleurs, nos enfants, pour avoir 5 enfants et connaître un petit peu la question, j'ai des enfants qui sont pas dans des membranes d'entreprise et pour autant ils sont entrepreneurs. Et c'est pas opposé, c'est la même chose, c'est la continuité simplement. Donc ils ont plusieurs clients, plusieurs entreprises dans lesquelles ils fonctionnent et tout est toujours pareil si tu fais abstraction de la membrane juridique, sauf quand on a besoin de cette membrane juridique. Et tu n'en as pas vraiment souvent besoin. Donc la notion de rôle, elle permet effectivement de donner un espace, un environnement à chacun pour qu'il puisse être responsable. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être, mais pour qu'il puisse l'être. S'il n'a pas de structure, un espace dans lequel il est le patron de ce truc-là, ben il peut pas être responsable de quoi que ce soit. C'est juste pas possible.
euh, et sans avoir un pouvoir sûr qui serait gênant. Donc, un pouvoir, en fait, il va pouvoir créer, on voudrait de lui qu'il puisse créer de la valeur pour ses clients, et pour ce faire, il a évidemment besoin d'avoir toutes les autorités pour le faire, sans passer par la case chef, manager ou tout ce que vous voulez, qui rentre dans le domaine du pouvoir sûr qui a été éradiqué en la question. Je fais très vite parce qu'il y a des nuances à apporter, mais comme je faisais sur l'énergie de la responsabilité. Donc, un gros passage en termes de changement de paradigme, c'est de voir la notion de pouvoir. Ça, c'est un sujet, je suis effaré de voir que les gens regardent. On regarde pas beaucoup ce truc-là. J'ai fait une vidéo là, il n'y a pas longtemps là-dessus, mais parce que justement, je me suis rendu compte en accompagnant des clients et des dirigeants qui ne comprenaient pas. En fait, pour eux, le pouvoir, c'est forcément un pouvoir sûr. Un pouvoir sur un terrain de jeu, un pouvoir sur des personnes. Mais tant qu'on est là-dedans, eh ben, on va parler de pouvoir partagé, d'ailleurs, avec gouvernance partagée. Gouvernance partagée, c'est pas un gâteau. Les parts qui étaient de nos managers, tu coupes des parts plus petites et puis tu les donnes aux autres. On est dans la pénurie, il n'y a pas de changement de paradigme, on ne va pas révolutionner la planète avec ça. Non, il faut qu'on change de concept, il faut qu'on change de paradigme. Je m'emballe un peu là, mais il y a besoin de changer de paradigme sur le pouvoir. C'est en fermant le pouvoir sûr, c'est bureaucratique. Ce qui est plus intéressant, c'est le pouvoir vert, le pouvoir de créer, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est avoir toute autorité et ne pas être freiné quand je me mets à créer. Ça serait une bonne idée d'ailleurs. Même si je suis à la comptabilité vue comme une fonction support secondaire, bah oui, je suis professionnel, je peux créer. D'ailleurs, si je suis externalisé, il va falloir que je me bouge les fesses pour trouver plein de clients. De quoi on parle avec les factures support et pas support? Ça veut rien dire, c'est un non-sens. Donc on a bougé nos modèles mentaux et cette notion de rôle permet de bouger les modèles mentaux. Et surtout, le pouvoir, on n'est plus dans une logique. C'est pour ça que les managers, ils sont paumés. Et c'est normal. Et on leur explique. Quand ils ont compris, ils sont contents parce qu'ils ont compris qu'à la sortie, ils passaient d'une illusion de pouvoir sur un terrain de jeu, d'une illusion de pouvoir sur une équipe, à une puissance sur l'organisation pour faire beaucoup plus de choses. Et qu'en fait, cette puissance, je ne joue pas sur les mots parce qu'on ne peut pas comparer les deux. Je suis obligé de changer le mot, sinon on ne se comprendrait pas. La notion de puissance, elle est illimitée, contrairement au pouvoir. Le pouvoir, il est limité. T'as ramé pendant des années. Moi, j'ai joué à ça quand j'étais petit. Enfin, plus petit que maintenant. Pour avoir pouvoir sur une entreprise, j'ai dirigé, messieurs, dames, j'ai dirigé des entreprises de plusieurs milliers de personnes, s'il vous plaît. Et moi, j'étais content. J'avais un pouvoir sur plusieurs milliers de personnes. Ça vous pose dans un salon. Et en fait, c'est une illusion totale de pouvoir, parce que plus tu grimpes, moins tu as de pouvoir. Tu peux voir les patrons des grands groupes, que j'en connais certains, ils ont zéro pouvoir. C'est que la probabilité qu'ils passent en holacratie est égale à zéro. Rien que pour ça. Et du coup, on passe à une puissance qui est illimitée. Donc la question, c'est pas de freiner par rapport à ça, c'est qu'on change de posture, manager et collaborateur. Et donc un manager qui accepte de changer cette posture face au pouvoir, passer du pouvoir à la puissance, en fait, va avoir beaucoup plus d'outils et de moyens pour avoir plus d'impact sur l'entreprise qu'il n'en avait avant. Donc il perd rien, il gagne. Et en plus, son pouvoir n'est pas limité. La seule limite, c'est sa capacité à lui. C'est lui la limite. Et ce qui est génial, c'est que ce qui est vrai, pour ça je parle souvent de gouvernance multipliée, ce qui est vrai pour le manager est vrai pour les collaborateurs. Et donc il ne s'agit pas de partager un gâteau, il s'agit de multiplier une énergie créatrice. Et comme on fait dans une ville, j'aime bien la métaphore de la ville, parce que le boulanger, il a pas un pouvoir sûr. En fait, le boulanger, toutes les boutiques dans une ville, elles ont pas de monopole, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de pouvoir sûr, il n'y a pas de zone de contrôle. Le boulanger qui se bouge et puis qui fait des bons produits, il va attirer les clients, il n'y a aucune exclusivité. Alors, ça serait pas vrai pour battre monnaie, ça c'est autre chose. Mais à part les banques, il y a assez peu la plupart des entreprises sont des entreprises qui sont basées sur la création de valeur. Et quand on part sur le pouvoir sûr, qui est l'apanage de notre modèle historique managérial, effectivement, on est dans la pénurie, on est souvent dans la mauvaise utilisation, pas la meilleure utilisation du pouvoir et la frustration des collaborateurs. Donc, on passe de cette illusion de pouvoir qui est limitée, illusion de pouvoir parce ma croyance, c'est qu'on ne peut pas gouverner les hommes. Tu crois qu'ils te suivent parce qu'ils ont peur ou parce que tu leur as filé des carottes. Mais si tu réfléchis un peu plus loin que le bout de ton nez, tu verras que tu ne peux pas gouverner l'être humain. Ça, c'est notre croyance aussi, vraiment centrale chez AGI. Donc voilà, donc c'est pour ça que la structure est importante. Holacratie ou pas, à minima, la notion de rôle, en limitant la notion de zone de contrôle. On ne peut pas les virer totalement parce que tout le monde ne peut pas taper dans le compte en banque de l'entreprise pour des bonnes raisons. Il y a plein de cas comme ça, mais donc il y a besoin d'une zone de contrôle, mais c'est assez limité. Et puis en essayant d'éradiquer le plus rapidement possible ce truc qui s'appelle le contrat de travail, parce que le contrat de travail, il y a un lien de subordination, donc effectivement, tu peux te la raconter en disant pas moi, si tu as signé un contrat de travail trop tard, d'un point de vue formel et explicite, d'après le droit du travail,
Tu es subordonné. C'est pas sexy, mais c'est la réalité. Hein. Tu es subordonné à un responsable hiérarchique, que tu le veuilles ou non, donc tu es seul le pouvoir de. Alors bien sûr, le responsable hiérarchique, il fait genre qu'il n'utilise jamais ça, mais dans les mauvais jours, et quand tu passes au prud'homme, tu te rappelles de ça. Est-ce que ça existe? Voilà, ça c'est pour la structure. Et du coup, maintenant, on va arriver au sujet qui est dans notre actualité en ce moment, qui est ce que j'ai appelé, enfin, ce que j'ai nommé là dans le titre, l'énergie de la responsabilité. Moi, pendant longtemps, j'ai pas utilisé le mot responsable parce que pour moi, il est galvaudé. Dans toutes les entreprises, les gens me disent, ouais, je suis responsable de. Puis quand tu regardes de près, tu te rends compte qu'ils rendent compte à leur manager. Bah, si tu rends compte à ton manager, tu es responsable de rien du tout. Ou si ton manager te dit de changer les choses, c'est donc t'es pas responsable. Donc j'ai toujours eu un mal fou avec le mot responsabilité. Je l'ai pas utilisé pendant 15 ans. Et puis j'ai rencontré pas mal dernièrement j'ai rencontré pas mal de dirigeants. Et puis mes amis j'en profite au passage pour les saluer parce qu'ils font un boulot remarquable de Toscane Accompagnement, qui eux fonctionnent bon pas tellement sur la structure, mais sur la question de l'accompagnement et notamment sur la question de la responsabilité et de la confiance. On s'est retrouvés sur plein de sujets. Donc, je voulais les saluer au passage. Donc, s'il y a un sujet qui revient sur le devant de la scène, en tout cas dans notre actualité à nous, c'est la question de la responsabilité, mais pas la responsabilité, l'énergie de responsabilité. On se rend compte que donner du sens, donner du sens et de la structure à une entreprise, ça suffit pas. Il faut aussi de l'énergie, et cette énergie, on la retrouve avec la responsabilité, puis je vais vous montrer comment. Je vais partir d'un cas concret. Je suis stupéfait, puis il y en a plein des cas concrets comme ça. Ça me fait mal. C'est pas, je juge pas, hein, parce que j'ai creusé, donc je comprends pourquoi. Mais j'ai un peu de mal à accepter, c'est vrai. Là, je prends le cas d'une personne qui avait un projet à faire, et puis, mais il fait le projet, mais bon, il y a plein d'erreurs dedans. Il n'y a aucune amélioration. Aucune amélioration. La personne, elle a repris un truc qui avait été fait, elle n'a pas cherché à améliorer. Moi, ça me dépasse. Mais pourquoi tu t'embêtes à répéter un truc sans améliorer? Aucune création de valeur. Et c'est pas une critique. Moi, c'est absolument pas la façon dont je fonctionne. Et pour moi, c'est preuve de non-responsabilité. Et non seulement ça, mais en plus, il n'y a pas une mise à jour. Il y a eu des erreurs dans la mise à jour. Il y a eu des erreurs. Et du coup, j'ai pas le mot, j'étais stupéfait, ça m'a paralysé, il a fallu que je me pose, que j'aille marcher dehors dans la nature pour me ressourcer. Je comprenais pas. Et question qui venait, c'est mais quelle énergie elle a mis cette personne dans ce truc-là? Elle peut pas avoir mis de l'énergie, c'est pas possible. Je la connais en plus cette personne, elle est loin d'être bête. Quelle bande passante elle a mis? Quel focus, quelle concentration elle a mis dans ce projet? Elle en a pas mis. Mais je dis mais comment on peut accepter de faire des trucs sans mettre de l'énergie? Enfin, c'est tellement loin de ma façon de fonctionner. Je dis pas que tout le monde doit fonctionner comme moi, sûrement pas, ça serait dangereux. Hein. Il faut tout de suite arrêter ce projet s'il existait, mais on est tranquille, il va jamais exister. Et du coup, la réponse à tout ça, pour moi, c'est que la personne, elle a fait du quick and dirty, elle a surfé, elle s'est laissée porter, elle a fait son truc, elle a fait ses heures, elle a fait tout ce que vous voulez. Bon, c'est des procès d'intention, mais bon, j'avais besoin de comprendre un peu. Elle n'a pas mis l'énergie de la responsabilité. C'est ça. Elle n'a pas mis l'énergie de la responsabilité. Elle a fait sans prendre l'énergie de la responsabilité pour ce projet, qui lui aurait permis de délivrer avec cette énergie supplémentaire qu'elle aurait, on en parlera après, cette énergie supplémentaire qu'elle aurait captée et portée et acceptée d'endosser, et ben elle aurait délivré un document top, complet, sans erreur, amélioré, embelli, innové. Et elle aurait eu, avec cette énergie, ce que moi j'appelle dans mon jargon l'obsession de l'extra mile. À chaque fois que je fais un truc, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qui est pour moi inhérent. Vous allez me trouver utopiste, mais je ne pense pas. Qui est inhérent à la nature humaine. On veut toujours mieux faire. Et donc, du coup, la conséquence, il faut comprendre la conséquence, c'est qu'il a bien fallu que quelqu'un s'y en occupe, s'y colle. Comme la personne n'a pas pris l'énergie de la responsabilité, le document n'était absolument pas délivrable en l'état, et ben il a fallu que quelqu'un s'y colle. Après, on s'étonne d'avoir des managers. Ben, heureusement qu'ils sont là, les braves. Hein. Les managers, c'est la conséquence du fait que je ne prends pas l'énergie de la responsabilité. Si tout le monde prenait l'énergie de la responsabilité, il n'y aurait pas besoin de quelqu'un pas derrière toi. Évidemment. Et d'ailleurs, ils ne demandent que ça. Pour ceux qui mettraient encore des procès d'intention au management, pour lesquels j'ai beaucoup de compassion, parce que c'est vraiment un sport compliqué. Et du coup, évidemment, le gars qui s'y colle, on peut dire que c'est un manager, même s'il n'est pas en titre, on s'en fout, et ben c'est sûr que ce gars-là, ça le gave. Ça le gave, pour l'avoir fait plein de fois dans ma vie, ça me gave, et pas que moi, parce que l'autre, j'ai autre chose à foutre, quoi. Pourquoi je dois faire ça? J'ai autre chose à faire. Et puis là, c'est vraiment gênant. C'est qu'en tout cas, dans mon mode de fonctionnement, et j'ai vérifié avec d'autres, je suis pas le seul, donc je peux en parler complètement à l'aise,
le fait d'avoir des relations de type, des personnes qui ne prennent, quand elles ne prennent pas toujours, mais en général, c'est quand même une tendance, quand elles ne prennent pas l'énergie de la responsabilité, bah, la confiance tombe. Boum. Ça crée un trou dans l'avion. Tu travailles avec des gens qui ne prennent pas l'énergie de la responsabilité, waouh, t'as plus confiance. C'est insécure. Moi, je me sens complètement insécurisé. T'as pas confiance. Et ça a un impact sur la relation personnelle avec la personne. On peut se raconter tout ce qu'on veut. En tout cas, pour moi, j'assume, ça a un impact dans la relation personnelle. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui occupe pas sa place dans la vie. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça te crée un trou. Et puis toi, tu portes plus. C'est pas juste, c'est pas bien placé. J'ai pas les mots pour dire, mais j'ai pas confiance dans ces cas-là. Donc la prise de non-responsabilité, la non-prise de l'énergie de la responsabilité entraîne un impact sur la relation. Et je me base, alors je généralise un peu rapidement, vous allez trouver, mais bon, j'ai quand même vérifié avec pas mal de copains, et comme par hasard, ils ressentent la même chose. Bon, c'est un peu court pour une généralisation, mais en fait quand même, c'est une piste à creuser. Et du coup, la question intéressante à se poser, en tout cas que nous on se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent l'énergie de la responsabilité et d'autres non? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent l'énergie de la responsabilité, d'autres non? Parce que tant qu'on n'a pas traité ça, on peut toujours parler dans les articles comme je fais de self-management, c'est un gros bullshit. C'est du bullshit, évidemment. Et c'est pour ça qu'on se prend la tête avec ça. Et non seulement il y a un impact sur la relation, mais en plus ça va créer le triangle infernal, c'est le triangle de Karpman. Parce qu'évidemment, toi, ça te gave, donc tu rentres facilement de persécuteur. Bon, t'as les bons jours, t'arrives à prendre du recul, tu vas challenger, mais bon, je reconnais humblement que moi, dans ces cas-là, je glisse assez facilement dans le persécuteur. Et puis l'autre dans la victime, enfin, il était déjà, donc, parce que c'est lié, hein, c'est lié. On va y revenir après. Donc, en conclusion, là, en fait, il y a quelque chose qui fait que, en fait, tout est question d'énergie. Dans tout ce que je viens de dire, tout est question d'énergie. Et bon, c'est normal, hein, toute énergie, donc on reboucle avec d'autres approches, évidemment, hein, c'est pas un grand scoop. Mais voir leur responsabilité sous l'angle de l'énergie, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était une découverte. Et ça vient des tripes, tout vient des tripes ou ça vient pas. Il y a des tripes où il y a de l'agnac, il y a des tripes où il y a rien, c'est plat. Et le comment faire, ça n'a aucune importance. Et moi, je remarque beaucoup, il y a des gens qui se cachent derrière, oui, je sais pas comment faire, mais c'est pas, t'es à côté de la plaque. Prends d'abord, accepte en dose, et il y a bonne raison de pas le prendre. Je suis pas en train de les critiquer, vous me prenez pas sur ce que je suis en train de dire. Hein. J'ai beaucoup de compassion parce que j'ai creusé aussi le sujet. Mais le comment, il vient naturellement. C'est-à-dire que si tu acceptes de prendre l'énergie de la responsabilité, tu vas avoir un super pouvoir. Et il y a un monsieur qui en a parlé beaucoup, qui a fait une théorie là-dessus, qui s'appelle Peter Koenig, si vous connaissez Peter Koenig. Peter Koenig, c'est quelqu'un qui était très connu, c'est un ancien banquier qui a travaillé sur la relation à l'argent, avec toutes les projections qu'on peut poser sur l'argent, et le fait d'en prendre conscience et de se réapproprier les projections qu'on fait sur l'argent, ça fait grandir, c'est assez puissant. Mais bon, c'est pas de ça que je veux parler. Il a aussi travaillé sur les principes sources. Ce qu'il appelle les principes sources, c'est le fait que quand il a interviewé il est crédible parce qu'il a interviewé des centaines d'entrepreneurs. Et il a partagé un ressenti, puis il en a fait une théorie. Quand vous interrogez sur les entrepreneurs, moi j'ai créé 5 entreprises, donc j'ai fait l'exercice aussi. Il a mis des mots sur quelque chose que je sentais. En fait, tu crées que dalle. Tu crées pas. Je n'ai jamais créé d'entreprise, c'est pas vrai. Et pourtant, juridiquement, j'ai créé des entreprises. Si tu vas voir l'administration, ils te diront, Bernard-Marie, il a créé des entreprises. En fait, j'ai rien créé du tout. Rien du tout. J'ai juste capté l'énergie qui est dans le champ quantique. Bah, moi, j'appelle le champ quantique tout ce qui n'est pas visible. Hein. C'est facile pour vous. J'ai capté une énergie, pourquoi moi, etc., accessible à tout le monde. Et puis, je l'ai fait mienne. J'ai piqué, je suis un voleur. J'ai piqué une énergie dans le champ quantique, mais tout le monde peut le faire. Je me la suis appropriée. Et la différence avec d'autres qui ont reçu, qui ont sûrement capté la même énergie quantique, c'est que moi, je suis passé à l'acte. Et en passant à l'acte, ça m'a donné une cape de super Zoro, tu sais, comme les super pouvoirs, les Marvel. Pareil, super Bernard-Marie est arrivé. C'est le résultat d'une symbiose entre cette énergie qui n'est pas moi, en alliance avec un mec qui est moi. Mais je suis devenu un super mec le jour où j'ai accepté cette énergie. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai jamais créé d'entreprise. Je n'ai pas créé d'entreprise. En fait, la création de la JI, elle est passée par une symbiose entre une énergie non visible. C'est pas parce que c'est pas non visible que ça n'existe pas. Hein. C'est sûr que ça existe. Et un mec, parce que, en fait, ces énergies dans le champ quantique, quand vous les écoutez, vous leur parlez le soir, elles vous murmurent à l'oreille, bon, tu te bouges le cul parce que j'aimerais bien m'incarner. Mais j'ai besoin de toi pour m'incarner. C'est comme ça que ça marche entre les deux espèces. En tout cas, raconté par Bernard-Marie, vous ferez le tri.
Et voilà, je dis ça parce que c'est vrai, ce qui est vrai au niveau de l'entreprise est vrai au niveau des rôles. Rappelez-vous dans ce que j'ai dit, c'est un écosystème et donc, quel que soit le niveau dans lequel tu es, un rôle est une ligne d'entreprise. Et donc, la question de porter l'énergie de responsabilité est rigoureusement la même que d'accepter de faire tienne, ce que moi j'ai fait avec AGL, de faire mienne cette idée qui vient pas de moi, de m'en emparer, de l'accepter, de fusionner avec pour récupérer un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est la même chose que l'énergie de responsabilité. Et donc, en fait, en plus, t'as pas besoin d'être un super mec. Quand je raconte ça à des gens qui ont du mal à se mettre en posture de responsabilité, ça les détend parce qu'elles me voient comme un mec qui est super. J'ai créé des entreprises. Alors, tu sais, quand tu dis que tu as créé des entreprises, tu dis, oh, les mecs, support, moi, je suis salarié, ça fait des années que je voudrais en créer une, j'ai pas créé. Lui, c'est un super mec. Non, 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 non. Je suis pas un super mec du tout. Il n'y a pas de super mec, ça n'existe pas. En fait, si tu crées, t'as pas besoin d'être compétent, machin, machin. C'est juste que tu t'appropries l'énergie. Et quand tu t'appropries cette énergie, ça va te donner des pouvoirs que tu n'imaginais pas que tu as. Et puis, si tu sais pas comment faire, c'est pas très grave. À partir du moment où tu acceptes le défi, ça va venir. Quitte à te demander de l'aide, parce que le paradoxe, c'est que dans les entreprises où on veut mettre en place le self-management, ceux qui ne demandent pas d'aide, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ne prennent pas l'énergie de responsabilité. Ça va ensemble. Donc, c'est un cercle vicieux. Ah là là. Et du coup, en fait, tout à propos d'énergie. Donc, il s'agit, le sujet, c'est de prendre, d'accepter une responsabilité. C'est juste une question de transfert d'énergie interne. Parfois, c'est subtil. Et c'est comme si j'étais maintenant chargé, si je l'accepte, d'une énergie nouvelle, quand j'accepte de prendre une responsabilité ou de porter l'énergie de responsabilité. C'est vraiment physique. L'erreur fréquente, c'est que si tu as un modèle mental ou que tu considères que tu as un chef, alors c'est foutu, parce qu'à partir du moment où tu penses que tu as un chef, tu peux donc pas prendre, tu te coupes la possibilité de t'ouvrir à récupérer l'énergie de la responsabilité. C'est pour ça que j'ai un gros problème avec le lien de subordination. On a des solutions, je comprends qu'on ne peut pas le changer tout de suite, mais il faut quand même y penser. Le contrat de travail, je parle, et qu'en attendant, il faut le circonscrire. euh, du coup, comment est-ce qu'on peut créer les conditions Comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour que cette énergie de responsabilité circule partout, partout, hein, soyons ambitieux, partout, auprès de tout le monde, dans toute l'organisation, et puis toutes les organisations qu'on employait, y compris en France. Et que cette énergie de responsabilité soit portée par chacun. Alors, j'ai pas la réponse à ça, mais j'ai donné des éléments de réponse quand même, parce que j'aime pas faire de surplace. Comment faire en sorte, finalement, prendre l'énergie de la responsabilité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est s'envelopper, moi j'ai parlé de super pouvoir, mais c'est comme s'envelopper d'une cape, accepter de s'envelopper d'une cape invisible qui donne un super pouvoir, qui fait que quand tu l'as pris cette cape, t'as une super cape, c'est comme Harry Potter là, et tu relâches rien, tu vois, tu lâches rien, c'est ça l'énergie de la responsabilité, on la connaît, tu lâches rien, tu donnes le meilleur de toi, tu prends des risques et tu les assumes, hein, il y a cette niaque là. Et puis, qu'est-ce qui fait que d'autres, en plus grand nombre, vont simplement faire leur job. Voilà, je prends le ton qui va avec. Ouais, je fais mon job, je vais surfer, je laisse les choses filer ou je les laisse se vivre dans une certaine forme de superficialité, j'y arrive. Et parfois, quand je risque d'être vu, je vais peut-être me protéger, je vais peut-être me cacher et je vais surtout me justifier. Ça, c'est les comportements observés. Pas critiques, observés. Parce qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Euh, et, euh, et la question qu'on peut se poser, c'est donc j'ai regardé, c'est d'où ça vient ça. Et là, on tombe sur un truc qui est vraiment intéressant, qui moi me fait peur. Alors, c'est que en fait, on tombe sur la question de quelque chose qui est très personnel. Ça me fait peur parce que je me suis banané dans mes jobs antérieurs, parce que j'ai un âge qui fait que j'ai pas mal de jobs. Quand j'étais président d'une société filiale d'un grand groupe, je me suis fait virer parce que j'avais osé aller trop loin. Et j'avais amené, c'était début des années 2000, dans une entreprise de 900 personnes, j'avais osé amener la question du ressenti. Et pour ceux qui connaissent la CNV, j'étais allé à fond les manettes, que je pratiquais beaucoup la CNV, et j'ai été violent. En fait, j'ai été violent. Comment je m'en suis aperçu, c'est que je me suis fait virer de manière très violente. Et donc, la violence de ma viration, de mon licenciement est à la hauteur de la violence que j'avais mis. Et les 900 personnes foutent la violence. Moi, j'ai beaucoup d'énergie quand je prends quelque chose. Je me suis pris bille en tête derrière. Du coup, j'ai appris pas mal de choses, et notamment le fait que
attention quand on va sur des sujets perso. Parce qu'en fait, les freins, quand on creuse, moi je suis un peu boy scout là-dessus. Quand on creuse le sujet, pourquoi les gens ne prennent pas l'énergie de la responsabilité, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des personnes incroyables, il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'exercer ce muscle de responsabilité parce que dans leur éducation, ils n'ont pas eu le loisir de. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne peux pas raconter mon enfance, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai été très souvent en situation de prendre des responsabilités, ce qui fait que pour moi, c'est assez naturel. Et il y a des gens qui n'ont pas été éduqués, là, donc il faut en prendre compte et peut-être il y a un moyen de les accompagner pour qu'ils aillent vers. Ou bien il y a des personnes qui ont déjà une charge trop lourde. La charge qu'ils ont est trop lourde, donc ils ne peuvent pas en prendre plus. Ah oui, charge, ça va bien avec énergie, hein, c'est tout ça. Après, il y a des gens qui sont, c'est vraiment intérieurs, qui sont en discutant avec eux, en les accompagnant, qu'en fait, qu'on peur d'échouer. Qu'on peur d'échouer, et quand qu'ils ont peur d'échouer, peur de ne pas y arriver. Et quand tu creuses un peu avec eux, en fait, la peur qui est derrière, c'est la peur d'abîmer leur image vis-à-vis des autres, voire d'eux-mêmes. Et puis, il y a sûrement des couches encore plus profondes que ça, mais déjà, comme première approche. Et puis, il y en a qui ont simplement peur de se démarquer des autres. Prendre l'énergie de la responsabilité, c'est accepter la solitude du dirigeant. C'est comme ça. Et prendre le risque de se démarquer et de ne plus être comme les autres. Et donc d'être regardé différemment, de ne plus être dans le troupeau, entre guillemets. C'est pas péjoratif, mais juste pour comprendre des images. Et que, on le voit bien d'ailleurs en ce moment, c'est difficile de se démarquer de ce qu'on pense être l'opinion publique. Et puis encore un cas qui arrive souvent, je trouve, c'est des personnes qui se sentent pas, qui ont un enjeu de légitimité, elles se sentent pas légitimes, manque d'estime de soi, elles pensent qu'elles n'ont pas les compétences et l'expérience, elles se sentent pas capables. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire, ça parle soit un manque d'expérience pour le premier cas, et puis après c'est des peurs. Et du coup, si vraiment c'est des peurs, et là on peut pas faire autrement que de rentrer dans la sphère personnelle. Alors il faut y aller sans faire d'ingérence, sans brutalité. Mais si on veut que les gens récupèrent cette capacité à prendre l'énergie de la responsabilité, sans ingérence, parce que tu as beau le vouloir, toi, tu chemolles, mais attends, c'est l'autre, donc s'il n'a pas envie, tu laisses, hein, ça ne peut pas gouverner les personnes. Donc là, il y a un chemin subtil, comment favoriser le fait de traiter, de pouvoir traiter ce matériau qu'est le ressenti, en fait. Comment créer des espaces qui permettent d'exprimer en toute sécurité les peurs que j'ai, on a tous des peurs, moi le premier. Et à partir du moment où je les exprime, j'ai une chance de les traverser et de gagner du terrain. Il y a beaucoup d'approches qui sont basées là-dessus. Bon, toutes ces approches-là, elles sont connues en dehors de mon entreprise, mais comment tu amènes ça à l'échelle? C'est ça mon sujet, moi. Comment j'amène ça à l'échelle au sein de l'entreprise pour donner une chance, sans aucune ingérence, par faire ce que j'ai fait dans. Je suis vacciné maintenant. Enfin, je parle d'autres vaccins. Et pour ça. Et du coup, pour moi, l'enjeu du self-management, maintenant, il passe par la capacité des entreprises à importer de façon hyper subtile et surtout délicate, pour pas froisser les personnes, ce matériau qui est extraordinaire, qui est le matériau du ressenti, et qui va avoir en plus, qui est génial parce que ce matériau, non seulement il permet de traverser les peurs, mais en plus, il apporte de l'énergie, parce que c'est aussi, quand je dis ça, après je pourrais le dire autrement, dire comment on fait pour laisser rentrer la vie, parce que le ressenti, les émotions, tout ça, c'est la vie. La vie, elle est là. C'est l'énergie, elle est là. Donc, rentrer la vie, et c'est sûr que je ne vais pas développer plus, que là, j'arrive au bout, mais cette vie-là, non seulement elle permet de libérer des freins au profit du self-management, la capacité des gens à prendre l'énergie et la responsabilité, mais en plus, elle permet de créer beaucoup de choses, beaucoup plus de valeur que ce qu'on a avant. Donc voilà, je vais conclure là-dessus en disant que tout ça pour arriver pour moi, l'enjeu, c'est d'introduire la notion de ressenti, et puis de bien regarder quand on fait la transformation, quelle est la boucle, dans quelle boucle on est. Pour moi, la boucle vertueuse, c'est croire que l'homme est bon. Enfin, si on veut faire du self-management, sinon on oublie tout ce que je raconte. Mais c'est de commencer par la croyance que l'homme est bon, et puis ensuite, du coup, ça développe la confiance. Si tu crois ça, la confiance, elle vient immédiatement derrière. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est cool. C'est plus un truc que tu décrètes, c'est un truc que tu ressens tripalement. Avec la confiance, la responsabilité et la liberté, parce que là, tu peux pas donner de la liberté au-delà de la responsabilité. Si les gens n'ont pas la compétence ou ne prennent pas l'énergie de la responsabilité, comme je dis toujours, tu vas pas filer à conduire, à piloter un Boeing 747 à quelqu'un qui sait juste piloter un Cessna, quoi. Il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas que de la compétence, il y a aussi de l'énergie derrière. Et donc ça, c'est la boucle vertueuse.
Et par contre, l'autre boucle, on voit bien, on a un système, la France est un système comme ça, en fait, il est absolument pas basé sur le fait que l'homme est bon. Et moi, là où je me révolte là-dessus, c'est pas vaccin, passe, etc. Tout ça, mais au-delà de ça, hein, si on remonte d'un cran, c'est comment se fait-il qu'on se retrouve dans des situations où on n'est absolument pas responsabilisé. Et moi, quand je passe mon temps à travailler sur, c'est arrogant ce que je dis, mais bon, je suis arrogant, j'assume, à travailler pour accompagner les gens vers plus de responsabilité, et ils vont me dire, Bernard, t'es gentil, mais regarde ce qui se passe en dehors, pourquoi je vais me faire chier dans l'entreprise alors qu'en dehors, on est pris comme des moutons. Et du coup, ça pose la question, c'est pas critique dans ce que je dis, mais ça pose la question d'un système de gouvernance qui soit centré sur quelle croyance, c'est quoi le système de croyance sur l'homme qui est posé par l'État français et qu'on a créé, je me mets là-dedans, par la responsabilité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour responsabiliser les gens par la transparence? On a tout faux, on est dans une boucle complètement vicieuse. Et pour moi, je pense que ça fait sens pour moi. J'ai besoin de me passer par là parce qu'on a vécu. Et de dire est-ce que je continue à faire ce que je fais ou est-ce que ça sert à rien? L'idée que j'ai, peut-être je me raconte, mais c'est que je vais continuer ce que je fais dans les entreprises parce que je pense que ça peut inspirer des modèles au niveau de l'État. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. Je trouve qu'une piste sur les principes sources est importante parce que, en fait, quand on a vraiment intégré la notion de principe source et qu'on la partage, j'ai rapidement le truc de Peter Koenig, en fait, ça change complètement la donne. Et ainsi, un fondateur d'entreprise, par exemple, ou un patron d'entreprise, dès qu'il prend conscience qu'en fait, il n'a rien créé du tout, on revient à. Ils sont plus hors sol, quoi. Il n'y a plus la grosse tête. Et ça va loin parce que ça pose la question de la propriété. Pourquoi le mec qui a créé son entreprise et qui a mis du cash dedans, il devient propriétaire à 100%? Je ne dis pas qu'il ne doit rien avoir parce que l'acte d'avoir pris l'énergie et d'être passé à l'acte, ça a de la valeur, mais peut-être pas autant que le modèle actuel en veut bien en donner aux gens. Donc, si on creuse un peu ce sujet-là, bon, c'est au-delà de ce que j'ai raconté, mais ça va très, 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 très loin. Le fait les croyances, ça a un effet dément qui est extraordinaire. Moi, je vois on va pas raconter moi, c'est les jésuites. Donc, tu vois, t'as pas à te plaindre. Hein. J'ai été élevé chez les jésuites. Que des mecs à Paris. Et, des curés. Et, je viens de là. Tu vois, je viens de là. Et la croyance, c'est vraiment étonnant parce que je vois que moi, la famille, par exemple, c'est un champ de croyances. Et du coup, quand j'ai commencé à jouer avec mes croyances, j'ai été éjecté de ma famille. Et après, donc j'ai créé d'autres familles. C'est pas très grave. La famille 200, il y a d'autres familles. Hein. C'est pas très grave. Et je me rends compte que à fur et à mesure que j'avance et je change, parce que moi je passe mon temps à challenger mes croyances, puis à changer de croyances, ça me paraît important. Je vois que mes amis autour changent. Il y a un pouvoir d'attraction. Donc il y a autant de monde qu'il y a de champs de croyances. Et ça c'est vraiment intéressant. Et donc du coup, si on veut aller libérer tout ça, je pense que ce qui est important, c'est développer la capacité à accepter que d'autres aient des croyances différentes des miennes sans juger. Et ça, c'est chaud. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la structure, c'est un aspect. Déjà, pour moi, il y a de l'éducation. L'éducation, réflexion sur qu'est-ce que c'est que la responsabilité, qu'est-ce que c'est que la confiance, c'est quoi les croyances, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les principes sources. Et ça change la vie quand les gens organiser concrètement des espaces de réflexion individuelle et collective sur ces sujets-là, dans un cadre protégé où on peut s'exprimer. Je pense que ça, c'est pour moi, en plus, j'ai pas dit ça, mais que j'ai pas eu le temps, mais ça fait partie des pistes sur lesquelles on est. Et l'autre piste, quand Alexandre parlait de droit à l'erreur, bien sûr, cultiver la culture de droit à l'erreur, développer des pratiques et une culture de soutien, d'apprendre à demander de l'aide. Mais en amont de ça, il y a aussi pour moi la question de travailler avec ce matériau qu'est le ressenti. J'ai découvert, ça j'ai déjà pratiqué souvent, et c'est acceptable et accepté dans le monde de l'entreprise, que finalement, sans aller sur la case thérapeutique, parce que ça, tu peux pas pousser les gens ils le feront pas. L'essentiel, c'est de les mettre en mouvement. Ça, c'est une décision individuelle qui peut rien y faire. Enfin, c'est ma croyance aussi. Il y a des espaces tout simples à faire que je pratique régulièrement, qui est de créer un cadre protégé dans lequel, sur un sujet, faut pas le faire comme ça, mais sur un sujet donné, sur un projet, permettre aux gens d'exprimer leurs craintes, leurs peurs, et le simple fait de les exprimer, parce que la beauté du truc, en fait, c'est en réalité, moi, je pense que les peurs ne m'appartiennent même pas. C'est des trucs, des énergies qui passent à travers moi. Ça ne m'appartient. En fait, il n'y a rien qui m'appartient. Quand tu as vraiment intégré ça, tu es tranquille. Et du coup, en fait, le fait de les exprimer dans un contexte où tu n'as pas une bande de sauveurs dans la salle, c'est rien de pire que les sauveurs. Oh mon pauvre petit Bernard, non, lâche pas les gras. Regarde-moi avec un autre regard. Regarde-moi avec le regard, quand tu me vois là, tu vois un adulte capable de se prendre en main, qui a besoin de personne. Il a juste besoin d'être écouté et entendu sans jugement.
et pour pouvoir exprimer ses peurs, ses craintes, et le simple fait de le faire va les traverser, parce que ça marche comme ça d'un point de vue énergétique. J'ai tellement pratiqué ça que... Et ces espaces-là, curieusement, j'ai pas l'impression de venir avec un scoop, j'ai l'impression de raconter des trucs qu'on se raconte depuis longtemps. Et en même temps, dans les entreprises, ça existe, j'allais dire pas, rarement, trop rarement, mais ça devrait être systématisé. L'opinion générale, c'est de croire qu'on peut avancer que par petits pas, et c'est vrai quand on accompagne des gens. Changer de comportement pour un être humain, c'est galère. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est galère. Et comme le changement de l'entreprise passe par le changement des individus, vous avez compris. C'est pour ça qu'on parle de Kaizen, on parle de pas à pas, etc. Et en même temps, c'est largement insuffisant. Moi, j'aime bien fromage et dessert. Hein. Je suis né sous l'étoile fromage et dessert. J'ai jamais compris le où. En fait, c'est ce que j'ai fait avec une entreprise il n'y a pas très longtemps, qui a dit je vais pas transformer, parce qu'en fait, quand tu transformes pas à pas, t'as pas touché la structure de pouvoir. Et si la structure de pouvoir, ce qui est la plupart des temps, crée des comportements négatifs, qui vont pas dans le bon sens, en fait, tu rames à contre-courant. Et donc, j'ai écrit une tribune là-dessus, et puis bref, peu importe. Et donc, moi, je suis arrivé à le dire et à le faire, sinon c'est pas intéressant, à dire aux entreprises qui veulent se transformer, arrête, te lance pas là-dedans. D'abord, qu'est-ce que tu veux en termes, quelle est ta vision du monde, quelles sont tes croyances, quelles sont tes valeurs, comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut, on va construire une boîte à outils qui s'appelle le pouvoir constituant. En France, ça s'appelle une constitution. En holacratie, c'est une constitution aussi, enfin, ou même pas en holacratie, ce client-là, c'est même pas une constitution en holacratie, c'est une constitution tout court, fortement inspirée parce que c'est quand même le mode. Et du coup, on n'a rien fait, on n'a pas fait de transformation, on a juste créé de zéro, on l'a fait avec Louis pendant 4 mois, avec 6 dirigeants de chez eux, on a créé leur constitution à eux, dans laquelle on a mis les croyances qu'ils souhaitaient, on a mis, etc., la notion de rôle, évidemment, enfin la base, parce que nous, on est là-dedans depuis 12 ans, donc c'est assez facile. Et puis, une fois que c'est fait, tu as créé, on déclare du jour au lendemain, de façon disruptive, parce que là, c'est pas un truc pour les gens, c'est tu changes de structure de pouvoir, de façon disruptive, on a dit, la structure de pouvoir, maintenant, c'est celle-là. On est dans la disruption totale. Après, et seulement après, commence la question de la conduite du changement, je sais pas comment vous dites, accompagner la transformation. Et là, effectivement, une autre approche qui va en centrer sur les humains. Donc, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, et les gens vont un peu trop rapidement, non, il faut faire ça marche pas le disruptif. De quoi tu parles? Non, c'est les deux, c'est fromage et dessert. Il faut qu'on arrête avec le ou. Ça nous tue, ce truc. La constitution là qu'on a faite avec eux, on l'a fait à leur rythme. On a mis 4 mois. Moi, il m'aurait fallu une journée. Donc, on est bien là-dessus. On est bien. Ouais. Et en fait, on va même moins d'une journée. Et en fait, on est dans tous les cas de figure. Qu'on soit sur la question du pouvoir constituant, qu'on soit sur la question de la transformation, de toute façon, il n'y a qu'un truc qui marche, c'est qu'on s'ajuste à la vitesse et à la capacité de digestion de celui qui est en face, de l'organisation qui est en face. Pour moi, je me rends compte que, d'ailleurs, à la lecture de ce bouquin Humanité, je me suis rendu compte que des choses qui étaient implicites, elles avaient besoin d'être explicites. Donc, j'invite tout le monde à dire quelle est votre vision du monde. Et de la scander quand vous manifestez ou faites autre chose ou pas. Quelle est votre vision du monde et comment vous voyez l'être humain? Parce que le système français, il n'est pas basé du tout sur une croyance que l'homme est bon. Pas du tout. C'est ça le problème, de fond. Et du coup, et ce bouquin explique ça vachement bien. Donc, il y a de la compréhension. Donc, quelle est ta vision du monde? C'est quoi l'homme pour toi? Et puis après, tu lâches pas. Après, pour aider les êtres humains, il y a la structure. La structure, c'est là pour aider. C'est des nudges, en fait. C'est des béquilles pour nous aider. On n'en est que là. Et c'est comme ça. Après, plus tard, on fera autre chose. Et puis après, le dernier point, c'est laisser entrer la vie. Et laisser entrer en vie, pour moi, c'est les ressentis.